Très bien. Bien, merci beaucoup Florian d'avoir accepté cette année de poursuivre un petit peu les travaux qu'on avait engagés l'année dernière dans nos rencontres d'Espace Marx. Donc, tu vas nous parler donc aujourd'hui des contradictions et des limites de la critique de l'universalisme. C'est complètement dans le thème que nous avions envisagé de travailler à l'occasion de ces rencontres. C'est notre amie Sophie Ellery qui va être la discutante un petit peu de ton intervention. Et puis, bien sûr, on continuera à débattre avec d'autres personnes présentes ici. Donc, je te, le mieux, c'est que je te donne la parole et ensuite, Sophie, évidemment, prendra le relais comme première intervenante, disons, soit pour te poser des questions, soit pour commenter éventuellement ton intervention. À toi, Florian. J'ai combien de temps? Si tu veux, en gros, on a 1 heure. Et à l'intérieur de cette heure, c'est toi qui décides, je dirais, de la part que tu laisses un petit peu à l'échange. Ok. Du coup, bonjour Florian. Donc, vous êtes professeur agrégé de philosophie à Besançon et donc aujourd'hui, donc vous avez du temps pour nous parler des contradictions et des limites de la critique de l'universalisme. On Oui. vous écoute. D'accord. Merci bien de m'inviter à parler de ce thème. Alors, je vais envisager les critiques de l'universalisme qui sont formulées aujourd'hui par certains courants antiracistes. Alors, je précise bien certains courants antiracistes, puisque l'antiracisme est pluriel et il s'agit absolument pas évidemment, de faire une critique de l'antiracisme en général, mais de l'antiracisme alors qu'on peut dire décolonial ou de l'antiracisme politique, ainsi qu'il se nomme lui-même en France, ou d'un antiracisme centré sur la race, très présent aux États-Unis, autour de la théorie critique de la race en particulier. Et donc, ces courants-là ont en commun le plus souvent donc de faire une critique de l'universalisme qui est attaqué soit dans ses formulations, soit en tant que tel, de manière intrinsèque. Donc, par exemple, l'universel est accusé d'être aveugle aux minorités. L'universel, ce serait un autre nom en fait du majoritaire ou du blanc. Qui s'affirment en excluant du coup ceux qui ne sont pas blancs. Parfois, on a des critiques beaucoup plus radicales qui considèrent que, par exemple, l'universalisme, c'est, je cite, la superstructure de la domination coloniale et de ses continuités postcoloniales, que l'universalisme serait solidaire de la domination raciale. Voilà. Donc, soit on a l'idée qu'au fond, c'est insuffisant, ou alors qu'il fait partie du problème et qu'il est un obstacle à l'émancipation. Alors, bien sûr, il existe un certain nombre de critiques qui me semblent légitimes de l'universalisme, à condition cependant de bien préciser ce qu'on dit. Donc, par exemple, j'en identifie 3, mais au moins. Tout d'abord, une critique qui est déjà ancienne, qui date des années 1950, qui est la critique par Lévi-Strauss de l'ethnocentrisme. Donc, évidemment, l'ethnocentrisme comme tentative d'une culture se revendiquant universelle de s'imposer aux autres. Nous avons une religion universelle que nous imposons aux autres. Alors, cette critique de l'ethnocentrisme, qui est absolument nécessaire, dans laquelle je me reconnais, néanmoins, en réalité, il faudrait plutôt dire qu'il s'agit d'une prétention absolument infondée d'une culture particulière à se prétendre universelle. Donc en réalité, il n'est pas certain que l'universel soit en cause en tant que tel. Ce qui est en cause, c'est une prétention injustifiée à être un modèle universel s'imposant à tous. La deuxième critique qui me semble absolument légitime, c'est évidemment toutes les guerres impérialistes menées au nom des droits de l'homme, menées au nom de la démocratie et menées au nom de l'universalité. Mais là encore, au fond, il s'agit tous ces discours sont des masques, euh, voilà, cherchant à dissimuler des intérêts tout à fait particuliers, de nations tout à fait particulières, autour de ressources, par exemple. Enfin, il y a un usage du terme universel qui, en effet, est discutable aujourd'hui en France, dans la bouche d'un courant qu'on pourrait appeler national-républicain, consistant à dire que puisque nous avons déclaré la liberté et l'égalité, alors elle existait en fait. Et donc, effectivement, cet usage du mot universel sert concrètement à mettre sous le tapis l'existence d'inégalités aujourd'hui en France,
l'existence de discrimination en particulier. Mais là encore, il me semble que l'universel dont, en tout cas, je vais essayer de défendre, dont je me revendique, c'est un horizon des combats d'émancipation et il ne s'agit en aucun cas, comme le font les courants national républicains, de dire que l'universel existe en acte aujourd'hui. Il existe à titre de proclamation et il me semble que c'est à ce titre-là qu'il doit être défendu. Alors, je procéderai en 3 points. Tout d'abord, un petit retour historique. Qui a été anti-universaliste jusqu'ici? Deuxième point, la question des différences dans le combat antiraciste, puisqu'on oppose la différence à l'universel accusé de nier les différences. Et enfin, une sorte de tentative de définition d'un universalisme, pour appeler un universalisme transversal. Alors, donc, d'abord, qui a été historiquement universaliste, qui a été anti-universaliste? Alors, ce que j'essaie de montrer, par exemple, dans un ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle L'antiracisme trahi, c'est que, historiquement, les mouvements de lutte contre l'esclavage et de lutte contre la colonisation, contre le racisme, ont toujours été solidaires de l'idée d'universalité. C'est-à-dire qu'ils considéraient que l'universalité était un instrument au service de l'émancipation et pas du tout un obstacle. Alors, quelques exemples. Par exemple, Robespierre, qui critique le parti colonial français en 1791 à propos de la situation à Saint-Domingue. Voilà le reproche qu'il leur adresse, je cite, « Vous nous alléguez sans cesse la Déclaration des droits de l'homme », il s'adresse au parti colonial, « les principes de la liberté, et vous y avez si peu cru vous-même que vous avez décrété constitutionnellement l'esclavage. » Donc ce que fait Robespierre, il ne reproche pas du tout au parti colonial français d'être universaliste, il leur reproche de ne pas l'être suffisamment, puisqu'ils ont un universalisme qui n'incluait pas, par exemple, la population d'esclaves de Saint-Domingue. Donc c'est un faux universalisme, celui du parti colonial, et Robespierre, anti-esclavagiste, se revendique d'un universalisme appliqué véritablement lui-même, c'est-à-dire appliqué à tous. Deuxième exemple, la proclamation de l'émancipation des esclaves dans la colonie française de Saint-Domingue, même chose, elle se fait dans les mots de la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit, dit la Constitution, dit la proclamation de l'émancipation. Voilà, citoyens, l'évangile de la France. Il est plus que temps qu'il soit proclamé dans tous les départements de la République. Donc, il s'agit de critiquer ceux qui ne veulent l'appliquer qu'à moitié, c'est-à-dire ceux qui sont insuffisamment universalistes. Autre contexte, autre époque, l'ANC et Nelson Mandela, dans l'Afrique du Sud des années 1940, eux aussi se réclament des grandes déclarations universelles qu'ils ne considèrent pas du tout comme un masque de la domination. Au contraire, à nouveau, je cite Mandela, la charte de l'Atlantique de 1941, signée par Roosevelt et Churchill, écrit-il, réaffirmait la dignité de chaque être humain et soutenait tout un ensemble de principes démocratiques. Petite précision très intéressante, il dit « Certains en Occident considéraient cette charte comme une coquille vide, donc l'universel, c'est purement formel, ça n'a pas d'intérêt, mais pas nous en Afrique. » En s'inspirant de la charte de l'Atlantique et du combat des Alliés contre la tyrannie, l'ANC a rédigé sa propre charte. Donc, à nouveau, un mouvement de libération ici qui s'inspire directement des idéaux universalistes qui sont pensés comme l'horizon du combat antiraciste. Enfin, dernier exemple, Vietnam, 1945, déclaration d'indépendance prononcée par Ho Chi Minh, à nouveau qui se fait dans les termes de la Déclaration des droits de l'homme et d'énoncé universel, ça commence, tous les hommes naissent égaux. Voilà. Et ce que Ho Chi Minh reproche aux Français, c'est pas du tout les droits de l'homme, c'est de ne pas les avoir appliqués tout simplement en Indochine. Voilà. Et donc, on n'a pas il dit par exemple, pendant plus de 80 années, les colonialistes français, abusant du drapeau de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, ont violé notre terre et opprimé nos compatriotes. Voilà. Abusant du drapeau, parce qu'en réalité, ils n'incarnaient pas ces valeurs. Donc on est très loin des critiques actuelles disant que finalement, ces valeurs elles-mêmes sont complices de la domination, que le drapeau, au passage, le drapeau français lui-même serait un drapeau intrinsèquement colonialiste.
Ho Chi Minh, qui, lui, libère son peuple, ne pensait pas les choses ainsi. Donc voilà, déjà, tous ceux qui sont historiquement se sont revendiqués des luttes contre le racisme, le colonialisme et l'esclavage, se situent dans un horizon universaliste et non pas dans la récusation de l'universel. Mais je dois aller un petit peu plus loin maintenant. En réalité, des critiques de l'universalisme, il y en a eu en France, il y en a eu en Europe, qui n'ont pas attendu l'antiracisme contemporain. C'est une vieille affaire, la critique de l'universalisme, c'est une vieille affaire européenne. Et il y a toute une tradition qui commence avec la contre-révolution. Donc dès le lendemain de la Révolution française, monte la thématique anti-universaliste. Et cette thématique anti-universaliste, chez les contre-révolutionnaires, va se poursuivre dans la critique réactionnaire de l'entre-deux-guerres, notamment en Allemagne et y compris dans le nazisme, jusqu'à aujourd'hui, la nouvelle droite, initiée par Alain de Benoît. C'est-à-dire que, c'est ça qui est un petit peu paradoxal dans cette affaire, c'est-à-dire que le refus de l'universel a été soutenu par la tradition intellectuelle impérialiste, raciste, traditionnaliste en Europe. Et c'est cette tradition qui est un petit peu l'impensé de l'antiracisme qui renie l'universel, parce qu'il ne voit pas qu'il se situe dans la même filiation que ses ennemis. Alors, je voudrais citer quand même deux, trois petites choses aussi pour montrer là aussi la prégnance de cette critique de l'universel. Encore une fois, je ne veux pas dire du tout que ces antiracismes-là sont directement connectés à ces traditions, mais pourquoi est-ce qu'ils ne s'en différencient pas intellectuellement? Il me semble que quand il y a une telle proximité, il faudrait expliquer pourquoi on n'a pas plus de proximité avec cette tradition. Donc, quelques passages d'un texte qui s'appelle Le mythe du XXe siècle, hein, qui est écrit par Alfred Rosenberg, qui est un peu l'intellectuel organique du parti nazi. Alors, je prends ce texte parce qu'il est tout à fait intéressant, parce qu'il reproche à l'universalisme son abstraction. C'est exactement ce qu'on lui reproche aujourd'hui, parce qu'il fait abstraction des différences. Voilà. Et cette critique de l'abstraction de l'universel va avec la promotion de l'idée de race. Alors évidemment, tout ça se fait dans un horizon raciste, etc. Mais ces deux thèmes, je trouve que quand même le rapprochement est intéressant. Refus de l'universel, promotion de la race, sont aussi des thèmes qu'on retrouve aujourd'hui, mais sans aimant dans le camp progressiste. Alors qu'est-ce qu'il reproche Rosenberg? Qu'est-ce qu'il reproche à l'universalisme? Eh bien justement, je cite, il ne tient aucun compte de l'idée de race. Et pour Rosenberg, la race, d'ailleurs, n'est pas que biologique, c'est aussi une sorte d'âme civilisationnelle. Il reproche à l'universalisme de détruire les peuples dans leur spécificité. Le nationalisme ardent, dit-il, qu'il appelle de ses voeux, hein, je cite, c'est une volonté dictée par la race s'opposant à toutes les formes d'universalisme. L'universalisme, selon lui, culmine dans les droits de l'homme et l'absurde prêche de l'égalité. Et conséquence de l'universalisme, dit-il, l'émancipation des Juifs et la libération de la femme de l'esclavage masculin. Tout ça, ce sont des citations d'Alfred Rosenberg. Donc pour Rosenberg, il y a clairement un lien entre l'universalisme et l'émancipation des minorités. Et c'est pour ça qu'il récuse l'universalisme. Donc c'est quand même tout à fait intéressant de voir qu'aujourd'hui, on considère que l'universalisme est l'ennemi des minorités, alors que Rosenberg, lui, identifiait l'universalisme comme leur appui, hein, le plus puissant. Alors, venons-en à des textes plus récents, parce qu'on peut toujours m'accuser de renvoyer à des choses trop éloignées. Alors, si on prend aujourd'hui Alain de Benoît, donc, qui est l'animateur principal de la Nouvelle Droite et de la revue Éléments, eh bien, Alain de Benoît, d'ailleurs, ils ont accueilli des interviews d'Ouria Boutedja, par exemple, il y a une petite décennie dans leur colonne. Alors donc, Alain de Benoît est critique hein, à l'égard de l'antiracisme décolonial, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il leur reproche exactement. Et Alain de Benoît ne leur reproche pas du tout, il ne défend pas du tout l'universalisme contre l'antiracisme décolonial. Il ne leur propose pas du tout de s'aligner sur un modèle européen applicable partout, etc. C'est exactement l'inverse. Ce qu'il reproche aux antiracismes décoloniaux, voilà, je vais vous citer un petit passage. Il dit l'universalisme n'est pas la solution, hein, je suis d'accord avec vous, dit-il.
Et il ajoute, voilà leur reproche, voilà ce qu'il leur reproche. La philosophie occidentale, il leur reproche d'avoir réduit la philosophie occidentale au seul courant universaliste, sans tenir compte des nombreuses critiques que celui-ci a subies de l'intérieur même de la philosophie européenne, à commencer chez Heidegger. Donc, je suis d'accord avec vous, dit-il, vous avez raison, l'universalisme, c'est vraiment l'ennemi à abattre. Je vous reproche d'avoir cru que l'Europe, c'était l'universel, alors qu'il existe une vraie tradition européenne anti-universaliste, celle dont je parlais tout à l'heure, des contre-révolutionnaires, en passant par Heidegger, jusqu'à la revue Éléments. Bon, alors, je précise que donc vous avez dans la Nouvelle Droite une critique de l'universalisme comme finalement une sorte de catastrophe de la modernité. Il faudrait revenir à une sorte de différence, reconnaissance des différences partout sur la planète. Alors, simplement pour préciser cette critique de la modernité, pour que les choses soient claires, critiquer la modernité, c'est pas nécessairement être progressiste, ni s'inscrire dans un horizon d'émancipation. Ici, il faut distinguer cette critique de la tradition réactionnaire européenne de la modernité qui se ferait au nom d'un retour au passé traditionnel, de la critique, par exemple, portée par les courants marxistes ou socialistes ou communistes au sens large, qui est une critique des promesses non tenues de la modernité. Donc c'est très différent, et pourtant ça peut produire des confusions face à un discours critique de la modernité. On peut s'y reconnaître parce qu'on voilà, au nom des pathologies du présent, mais il est fort possible que ce soit porté par des valeurs diamétralement opposées. Donc voilà pour mon premier point. L'universalisme, au XXe siècle, il a été porté par les courants d'émancipation et c'est la tradition réactionnaire qui l'a incarné le plus. D'où cet immense paradoxe d'avoir un antiracisme qui choisisse de se formuler à contre-courant de ce qu'il en a été historiquement. Alors, mon deuxième point portera sur l'idée de différence, puisque c'est celle que l'on oppose à l'universel. Il faudrait opposer à l'universel la reconnaissance et la promotion des différences. Et là aussi, je voudrais revenir sur la nouvelle droite, puisque à partir de la fin des années 70, on assiste à une reformulation du racisme en France et en Europe. On passe, je reprends ici la distinction proposée par Pierre-André Taguieff, on passe d'un racisme inégalitaire à une nouvelle forme de racisme qu'il appelle un racisme différentialiste, qui est sans doute ce dont on peut accuser la nouvelle droite et Alain de Benoît. Le racisme différentialiste, c'est un racisme donc qui n'affirme pas l'inégalité des peuples, ni l'inégalité des races, ni l'inégalité des ethnies. C'est un antiracisme, un racisme qui fait le choix du droit à la différence. Il s'inscrit dans la phraséologie antiraciste et tiers-mondiste pour la subvertir et la retourner. C'est-à-dire qu'au fond, il s'agit de promouvoir la différence et pour cette raison, de séparer complètement ceux qui sont différents. Parce que si on réunit ceux qui sont différents, ils vont se mélanger et les différences vont disparaître. Voilà. Et donc, vous avez ce discours, d'ailleurs, qui consonne avec l'écologie, où ils disent qu'il faut préserver l'ethnodiversité. Et comment faire pour préserver l'ethnodiversité? Ben, c'est très simple, il faut mettre un terme à l'immigration immédiatement et travailler. Alors, vous avez des articles là-dessus. Ils travaillaient avec des immigrés bien intentionnés au retour des immigrés dans leur pays pour que chacun puisse vivre enfin et de façon complètement harmonieuse sa différence avec les autres. Voilà. Donc ce thème de la différence, qui est souvent mis en avant dans les discours antiracistes, là encore, il me semble qu'il est en retard sur le discours raciste qui a abandonné depuis longtemps l'idée d'inégalité. Les meilleurs d'entre eux ne parlent plus d'inégalité. Et du coup, je pense que la vraie valeur subversive à opposer au discours différentialiste, c'est la valeur du commun. Voilà. Parce que justement, ça c'est ce qu'il ne veut pas. Voilà. Nous n'avons rien en commun. Et donc, c'est sur cette base que nous devons être séparés. Voilà. Et dans le discours antiraciste contemporain, on trouve cette idée-là que nous n'avons rien en commun, hein, qui est présent, par exemple, si je cite un passage d'un ouvrage d'Ouria Boutedja, hein, elle dit voilà, j'appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l'Algérie, à l'islam. Je lui appartiens complètement.
ne voyant pas que c'est exactement ce que Arnaud de Benoît dit. Oui, oui, tu as raison, Ouria, en effet, tu n'appartiens pas du tout à la France. Et pour cette raison, ce serait quand même dommage que tu continues à y vivre malheureuse et nous allons organiser la remigration. Enfin, c'est le discours de l'extrême droite. Donc il faut, je pense, se déplacer vers quelque chose comme la question du commun. Ça me semble plus intéressant pour lutter contre le racisme plutôt que la critique de l'universalisme. Alors, je passe deux, trois petites choses que j'aurais voulu souligner. Par ailleurs, l'éloge de la différence, pour terminer sur, donc qui est un éloge aujourd'hui qui est tenu par la nouvelle droite. L'éloge de la différence, qui est souvent opposé donc par exemple à la République ou à l'idée de l'universel, on peut constater aussi que dans les discours antiracistes aujourd'hui, en réalité, ce discours de la différence, c'est d'une différence comprise d'une certaine manière uniquement comme différence culturelle. Et par exemple, les différences individuelles sont plutôt maltraitées, j'ai l'impression, à l'intérieur de certains discours antiracistes, ou par exemple, lorsque des voix, on trouve ça notamment autour du thème des premiers concernés. Au fond, seuls les premiers concernés par le racisme pourraient s'exprimer sur le racisme, et en réalité, dès qu'une parole un peu divergente apparaît, eh bien, des critiques fusent du type arabe de service, du type bounty, nègre de maison, etc. C'est-à-dire que la voix dissonante, c'est-à-dire celle qui n'est pas alignée sur les associations de l'antiracisme centré sur la race, la voix dissonante est immédiatement dévalorisée comme étant finalement passée du côté de l'ennemi. Donc, l'idée qu'il puisse y avoir à l'intérieur du groupe stigmatisé une pluralité de voix, une pluralité de lecture de ce qui leur arrive, etc., elle est en général passée sous silence et on a une sorte d'homogénéisation forcée en fait, des discours qui fait que là aussi, on a en réalité une sorte de cécité à cette différence-là. De la même manière, la valorisation de la différence raciale, entre guillemets, elle se fait très souvent largement au détriment de la prise en compte de la différence de classe. C'est-à-dire l'idée qu'il puisse y avoir à l'intérieur d'un groupe stigmatisé des différences de classe et donc des différences d'intérêt, euh, c'est quelque chose qui passe souvent à la trappe, alors que les différences sont gigantesques. Hein. Aux États-Unis, par exemple, on a des chiffres, par exemple, sur le risque de l'incarcération. C'est dans un article de Loïc Vacan publié par La Pensée cette année. Eh bien, quand vous appartenez aux classes populaires noires, vous avez 22 fois plus de chances de vous faire incarcérer que si vous appartenez à la bourgeoisie noire. C'est une différence gigantesque qui est complètement passée sous silence dans la plupart des discours antiracistes. Et si vous appartenez au prolétariat blanc, vous avez 10 fois plus de chances de vous faire incarcérer que si vous appartenez à la bourgeoisie noire. Et la bourgeoisie noire et la bourgeoisie blanche ont des risques d'incarcération très faibles et très similaires, quasi identiques, avec effectivement un petit surplus pour la bourgeoisie noire. Mais donc ça passe sous silence, ça, des possibles coalitions autour d'intérêts communs, par exemple faire reculer l'État carcéral aux États-Unis. Il pourrait y avoir, c'est pas qu'un problème noir, c'est un problème des classes populaires avec certes une sorte d'aggravation quand on est noir. Pour terminer, alors encore quelques mon dernier point pour voir un petit peu une sorte de redéfinition de ce que pourrait être l'universel une fois développé ces différents points. Alors, d'abord, pour rappeler que la défense de la différence qu'on oppose à l'universel, elle conduit en fait souvent à une sorte de complaisance à l'égard des traditions inégalitaires. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les traditions sont inégalitaires, mais certaines le sont et doivent être critiquées. Et souvent, la critique de l'universalisme eh bien, fournit une arme pour les traditions inégalitaires pour se protéger de toute critique. Alors, par exemple, on trouve des positions tout à fait intéressantes chez l'anthropologue américain Talal Azad, interviewé par exemple sur le site des Indigènes de la République, qui eh bien, justifie l'excision ou plutôt essaie de désamorcer la critique de l'excision
comme étant finalement une sorte d'imposition d'un mode de vie occidental à des populations qui ne le sont pas. Comme une forme, la critique de l'excision, c'est un impérialisme culturel reconduit après les décolonisations. Et bien, quand vous récusez l'universalisme, pouvez aboutir à des positions de ce genre, ou au pire, vous justifiez, et au mieux, vous faites silence sur ce genre de pratique parce qu'elle vous dérange, parce qu'elle déstabilise vos catégories. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette critique, ou plutôt ce refus qu'on critique l'excision, a une sorte de conséquence tout à fait paradoxale, c'est qu'elle fait taire toutes les critiques de l'excision qui naissent en Afrique. Voilà. Et finalement, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces critiques-là sont accusées d'être vendues à l'Occident, etc. Alors, par exemple, une des grandes voix contre l'excision en Afrique, ça a été Thomas Sankara, hein, donc éphémère président du Burkina Faso à partir de 1983 jusqu'à son assassinat, mais qui a énormément œuvré à l'émancipation des femmes, et notamment à la dénonciation de cette tradition, et il le fait à partir des ressources de son propre pays. Il n'y a pas besoin de faire l'hypothèse d'un impérialisme occidental. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pour ça que ça renvoie à la définition universelle. Ça veut dire qu'il y a, depuis la tradition du Burkina Faso, des ressources égalitaires pour critiquer l'excision. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, dans chaque culture, vous avez du commun. Dans chaque culture, il y a une promotion de l'émancipation des femmes, par exemple. Alors évidemment, selon les rapports de force, cette tradition-là, elle est plus ou moins en avant, plus ou moins en retrait, mais il y a dans chaque culture des ressources pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a un universel qui est déjà là. C'est ça, en gros, pour moi, l'un des sens intéressants de l'universalisme, c'est que certes, c'est un horizon de combat, mais il y a aussi un universel déjà là, transversal, que j'appellerais, c'est-à-dire pas un universel de surplomb qui viendrait d'une culture s'imposant aux autres, mais un universel qui est déjà là et qui renvoie à un certain nombre d'aspirations générales de tout être humain, des besoins importants autour de la reconnaissance, autour de la sexualité, autour de la dignité, et qui sont inscrits dans chaque culture, ce qui conduit à considérer les cultures comme des totalités contradictoires. Et dans la critique de l'universalisme, vous trouvez des conceptions de culture comme ensemble homogène, voilà, sans différence, et c'est la position de Talal Azad. Finalement, l'Afrique présente sur la question des femmes une homogénéité finalement plutôt défavorable aux femmes. Non, en fait, dans toute culture, y compris la culture européenne, il y a une tension autour de la question des femmes, et donc il y a deux camps dans chaque culture. Et c'est, je pense, ce que refusent complètement les critiques de l'universalisme, puisque leur camp, en règle générale, c'est l'Occident contre le Sud. Et proposer une grille de lecture qui dise, mais en fait, il y a deux camps dans chacun, c'est quelque chose qui déstabilise cette manière un peu géopolitique de voir les choses. Après, bien entendu, il ne faut pas être naïf sur le fait que eh bien, la droite peut instrumentaliser évidemment telle tradition pour, pour stigmatiser, évidemment. Mais je pense que la meilleure réponse, c'est de faire réémerger toutes ces voix, dont celle de Thomas Sankara, qui ont critiqué sans, sans sourciller, par exemple, l'excision. Alors, pour conclure, je vais simplement faire référence en deux mots à une auteure universitaire américaine d'origine indienne, Gayatri Spivak, qui a écrit sur les subalternes et qui avait proposé au milieu des années 80 le concept d'essentialisme stratégique, qui rejoint nos sujets. C'est-à-dire que, eh bien, il faut qu'on milite à partir de différences essentialisées. Donc, il y a les blancs et les non-blancs, et la meilleure manière de mener une lutte antiraciste, c'est, même si effectivement essentialisé en disant les non-blancs, il y a toujours des caricatures là-dedans, il y a toujours des simplifications, mais néanmoins, ça a une efficacité pratique, ça permet de combattre et d'avancer, même si d'un point de vue théorique, c'est insatisfaisant. Et donc, il faut qu'on s'organise à partir de différences. Voilà, et donc, refus d'universalisme. Spivak est cité en permanence pour justifier ce genre de nouvelles perspectives antiracistes. Bon, ce qui est intéressant, c'est que quelques années après l'avoir dit, en fait, elle fait elle-même la critique
de ça. Donc, dès 1989, elle dit que c'est un slogan beaucoup trop risqué. Je la cite, elle dit: «L'essentialisme stratégique est devenu la voie royale vers l'essentialisme tout court». Voilà. Question et quant au côté stratégique, ajoute-t-elle, quant au côté stratégique de la chose, personne ne s'en soucie plus. Si bien qu'en tant que notion, je l'ai abandonné. Malheureusement, le concept était lancé et allait être repris de plus en plus, mais voilà, l'auteur, enfin l'inventeur, l'initiatrice du concept, elle l'abandonnait en disant finalement ça ne produit rien d'autre que de l'essentialisation et ça ne fait pas progresser le combat émancipateur. Bon voilà, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à dire pour pas laisser un peu de place à la discussion, je vais peut-être m'arrêter là. C'est bon. C'est bon. On s'était coupé le micro pour pas faire d'interférence. Merci beaucoup. Avant, peut-être s'il y a des questions, mais en tout cas, ce que je comprends, moi, c'est que finalement, l'universalisme et sa critique est une vieille affaire et toujours d'actualité, si je comprends bien. Qu'on n'est pas sorti de ce sujet et qu'aujourd'hui, l'actualité nous renvoie à ces questionnements et à ces positionnements. Ce que j'ai compris aussi, c'est que les politiques se servent de ce sujet du coup, pour manipuler ou imposer aussi la vision. Je ne sais pas si on en est... voilà, hein, c'est toujours d'actualité. Et quand on écoute les informations rien que ce matin, je pense qu'on est dans le sujet. Vieille affaire, mais de très proche actualité. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je ne sais pas si on entend. Non, le mieux, c'est que tu viennes Ouais, on change. proche. On change. Et il y a des questions. Il y a... Ensuite, il y aura Gérald. Non, mais... Bon, d'abord, merci pour cette magnifique contribution. Alors, j'en ai retenu un mot quand je l'ai vu apparaître, parce que je l'avais déjà noté d'avance, c'est le mot essentialisme. Dans tout ce que vous avez dit, c'est là l'apport d'un philosophe, si j'ose dire, absolument déterminant. C'est bien là le problème. Le problème, c'est ces mécanismes de réification de tel ou tel aspect de la réalité et qui, tout à coup, se confond totalement avec l'image qu'on peut avoir de quoi que ce soit. Et c'est quand même ça, c'est quand même ça, en effet, le problème central, vous l'avez parfaitement dit, et vraiment merci. Alors, j'aurais une question sur le différentialisme. Henri Lefebvre avait écrit un manifeste différentialiste. Où est-ce que vous le situez dans votre propos? Si vous le connaissez, c'est un peu ancien, je suis vieux, voilà. Mais c'est quand même intéressant qu'un auteur comme Henri Lefebvre ait commis une chose de ce genre, et intéressant de voir comment vous le placez. Et alors, mon troisième et dernier point, c'est évidemment, j'ai approché ça récemment parce que je trouve que je suis par ailleurs musicologue, j'ai fait une conférence sur Dvorak, et je me suis beaucoup intéressé musicalement aux écoles nationales au XIXe siècle en Europe, et la façon dont les identités nationales se sont constituées en Europe et les échiquiers politiques de différents pays d'Europe et notamment d'Europe centrale sont tout à fait passionnants à étudier. Et par exemple, Dvorak était nationaliste tchèque, mais avec une conception universaliste de la culture, par exemple. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça rejoint tout à fait votre propos et ça rejoint aussi la phrase bien connue de Torga, le local, c'est l'universel sans les murs. Voilà, hein, voilà ce que j'ai ressenti dans votre intervention. Merci. On vous répondait de suite et puis on prendra d'autres questions derrière s'il y avait une main levée. D'accord? Oui. Parfait. Okay. Oui. Oui, par rapport à l'intervention précédente, effectivement, il y a une sorte de phénomène général auquel il faut être attentif, c'est, étant donné que la droite vient s'emparer de nos mots, on a tendance à dire que si on les utilise encore, ça va faire le jeu de la droite. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment, je pense que ça explique, pour moi, beaucoup de choses de l'état de la gauche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se batte sur nos mots, sinon on n'aura plus rien, on ne pourra plus parler à la fin. Voilà, la laïcité est devenue, semble-t-il, un discours de droite. La lutte contre l'antisémitisme, c'est la droite. L'universalisme, c'est la droite. Enfin, où s'arrêtera-t-on? Alors, pour Henri Lefebvre, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas lu le manifeste différentialiste. Je ne sais pas du tout à quoi ça renvoie. Bon, mais du coup, j'irai jeter un œil. Effectivement, ça m'intéresse.
Et pour l'essentialisme, en effet, hein, c'est ça c'est vraiment un des cœurs du problème, un essentialisme qui était vraiment un discours marqué de toute la tradition réactionnaire européenne qui maintenant est passé à gauche. Enfin, en tout cas, on peut s'interroger s'il est encore légitime de parler de gauche quand on est dans l'essentialisme. Euh, et moi, il y a un texte que je trouve formidable, enfin vous connaissez, c'est Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, écrit en 1952. Il y a beaucoup de passages du livre qui renvoient vraiment à la situation coloniale de son temps. Mais la conclusion du livre, qui fait 8 pages, 10 pages, est formidable parce que justement, il combat l'essentialisme, notamment en s'en prenant à la négritude, notamment de Senghor, en disant non, non, c'est une impasse pour l'émancipation que d'aller réutiliser les catégories forgées par nos adversaires en pensant qu'elles vont pouvoir être réutilisées et détournées pour l'émancipation. Voilà, et pour le local moins les murs, bah oui, effectivement, je ne l'ai pas cité, mais oui, c'est exactement ce que je voulais dire à la fin, c'est-à-dire qu'il y a bien il y a de l'universel, effectivement, dans le local, et les pensées surplombantes, bah, en réalité, sont toujours des particularités qui cherchent à se faire passer pour de l'universel. Merci. Gérald, peut-être? J'ai vu une main levée tout à l'heure. Je rallume le micro, voilà. Parfait. Bonjour Florian, merci pour votre exposé. Je risque d'être confus, mais je l'assume par avance parce que la question est complexe, hein. Sur le problème des différences, j'ai un débat au long cours avec une amie qui est comédienne en langue des signes et qui, dans le programme de sa compagnie théâtrale, euh, dit explicitement pour promouvoir et respecter les différences. Et j'essaye de lui discuter sur le mode, certes, mais il faudrait peut-être recenser à travailler sur ce qui nous semble. Mais il n'en reste pas moins que ce problème des différences a quelque chose qui ne peut pas se résoudre dans l'abandon de ce mot-là, mais peut-être faudrait-il en changer, puisque vous parliez de combat sur les mots, et là je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que promouvoir les différences, promouvoir les singularités? Parce que différence, c'est un système de attaque-défense, je vais dire, alors que singularité est plutôt une affirmation positive. En même temps, il nous faut peut-être réarticuler l'universel, enfin la pensée d'un universalisme vrai, avec un respect ou même une promotion des singularités individuelles. Et je me dis que toujours pour combattre sur les mots et avoir nos mots à nous, est-ce qu'il ne serait pas temps, plutôt que de penser dans les catégories de l'universel, de penser dans la catégorie du communisme? Et là, je pense que la droite ne nous chippera pas ce mot-là, ni la droite ni l'extrême droite. Vous parliez tout à l'heure de déjà là de l'universel. Je pense avec Lucien Sèvres qu'il y a, et avec Jaurès aussi, qu'il y a beaucoup de déjà là du communisme, et y compris sur un plan mondial. Pas seulement chez nous, en France, dans notre petit pays, petit grand pays, mais de l'universel sur un plan mondial. Donc, est-ce que notre enjeu aujourd'hui ne serait pas de retravailler sur le vocabulaire, oui, de repervertir les mots, mais de repenser à nouveau frais une articulation, évidemment dialectique dans ces cas-là, entre un universel communiste et une promotion, non seulement un respect, mais une promotion des singularités individuelles. Merci pour ces questions. Donc oui, Pardon, Oui. petite parenthèse, mais ça c'est presque anecdotique. Je ne comprends toujours pas pourquoi Patrick Chamoiseau n'est pas un partisan de l'universalisme. Voilà, je ne sais pas si sur ce petite chose vous avez une idée, mais j'adore et j'admire Patrick Chamoiseau, que j'ai beaucoup lu. Mon seul désaccord avec lui, c'est porte là-dessus. Voilà. Mais si vous n'avez rien à dire là-dessus, c'est pas très grave. C'était une petite parenthèse, hein, excusez-moi. Oui, pour ce qui est une différence et commun, moi suis, je suis pas pour abandonner le terme de différence. La question, c'est quel poids on accorde à la question de la différence.
Et moi, je suis un partisan du maintien de la notion, hein. Par exemple, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas homogénéiser, par exemple, la classe ouvrière, comme il y a des discours qui peuvent avoir tendance à le faire, c'est-à-dire qu'il est bien d'avoir à l'esprit que la classe populaire, elle est fracturée de plein de façons, et donc il y a à l'intérieur des fractions de classe qui rencontrent des problèmes spécifiques, qui ne sont pas les problèmes des autres, qu'il y a, par exemple, la question du genre qui fractionne les classes populaires notamment, et que ça produit bien des différences entre ouvriers et ouvrières, et que si on veut mobiliser tout le monde, il faut qu'on ait à l'esprit ces différences. Voilà, donc moi je pense que c'est un outil très utile, la différence, mais qui est pensé comme le moyen de produire du commun, le commun de la classe, et qui est pensé sur fond de cette communauté d'intérêts. Et ce contre quoi je me lève ou ce que je critique, c'est une sorte d'absolutisation de la question de la différence qui se fait au détriment contre le commun, avec une sorte de tendance à vouloir même s'attaquer à ce qui est commun pour persuader les gens qu'il n'y a rien en commun, qu'il n'y a que des différences. C'est plutôt ça qui me, qui me pose problème. Ensuite, par rapport à la question où vous parliez du handicap, etc., je pense qu'il faut peut-être aussi adopter une sorte de perspective plurielle en matière de stratégie, c'est-à-dire que moi, sur la question du handicap, insister sur la différence me poserait moins de problèmes que sur la question du racisme, parce que clairement, la question entre guillemets raciale, elle fracture complètement la société, elle mobilise de la droite et de l'extrême droite, et elle est en passe de faire passer le RN. Et donc, pour moi, il y a vraiment un danger sur la question raciale, beaucoup plus que sur les autres questions, de jouer la carte de la différence exclusive. Je ne suis pas sûr que pour d'autres sujets comme l'homosexualité, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais je pense que ça a moins d'effets délétères que sur la question du racisme, où c'est vraiment rejeter de l'huile sur le feu, sur la fracture que travaille déjà l'extrême droite depuis des années et des années. Et donc là, on a vraiment tout intérêt à recréer justement tous les ponts. Voilà, donc sur la question du handicap, je ne sais pas quelle est la meilleure manière de lutter contre, mais ça ne me choquerait pas, en tout cas, comme ça, qu'il y ait une promotion forte de la différence. Je n'aurais pas forcément une opposition à ça, mais sur la question du racisme, je pense que c'est vraiment très, très dangereux. Voilà, ça ne fait pas progresser la lutte et ça fait le jeu plutôt du RN. Pour ce qui est de la singularité, je suis d'accord, hein, puisque je pense que l'éloge actuel de la différence, c'est l'éloge de la différence ethnico-raciale. Mais la différence individuelle, hein, évidemment, elle passe à la trappe. Et on fait comme si, à l'intérieur d'un groupe marginalisé, tout le monde était d'accord. Et ça, c'est vraiment aussi. C'est d'une grande violence, finalement, parce qu'on fait comme s'il n'y avait pas de débat, et puis vous êtes renvoyé à votre statut de traître, voilà, quand vous n'êtes pas d'accord avec la majorité. Et pour ce qui est du dégel communiste, voilà, je suis tout à fait d'accord à l'échelle mondiale. Alors bien sûr dans des institutions, mais aussi dans des manières de penser, l'émancipation, l'égalité. Voilà, je pense qu'il y a dans les traditions, c'est pour ça que je ne suis pas anti-traditionnaliste, il y a toute une part des traditions qui peuvent être intéressantes. C'est ce que faisait déjà par exemple Marx et Engels quand ils allaient chercher dans la guerre des paysans de Thomas Müntzer des ressources pour penser la lutte actuelle. C'est bien que dans le passé, il y avait eu des choses qui pouvaient nous inspirer. Et donc, il y a sans doute dans toute culture, d'une certaine manière, une tradition proto-communiste ou quelque chose comme ça, ou proto-socialiste, auquel il faut se référer et qu'il faut essayer de promouvoir, parce que c'est vrai que c'est pas ces voix-là qu'on entend le plus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y, Vincent. Des Il faut que tu viennes rapporteurs. ici. Il faut se lever, mais c'est bon pour l'esprit. Donc, merci beaucoup pour la prestation et aussi pour ce qu'elle apporte dans l'angle d'attaque choisi, qui, à mon avis, est riche et d'une certaine manière apporte à la réflexion. Mais si je parle d'angle d'attaque, c'est peut-être aussi parce que il me semble qu'il y a
un manquement en ce sens que, je ne dis pas que ça a été oublié, mais il n'y a pas de lecture critique de l'universalisme, à mon avis, suffisamment approfondie, et tu passes assez vite à l'anti-universalisme en montrant les dérives droitières vers lesquelles il peut se porter. Or, tout de même si la négritude a été théoriquement combattue par Frantz Fanon, il n'empêche qu'elle exprimait quelque chose d'important, et il me semble que Frantz Fanon a eu des successeurs qui développent des idées très intéressantes. On évoquait Chamoiseau tout à l'heure, mais lorsque un certain, ça y est, c'est pas Raphaël Confiance, c'est l'autre. C'est glissant. Voilà. Édouard Glissant, Édouard Glissant. Merci. Un certain Édouard Glissant évoque la question du métissage, la question de la créolisation. Il me semble qu'il répond de manière intéressante, d'une part, au danger absolument réel du nationalisme ou de la différenciation érigée comme une valeur quasiment universelle, mais arrivant de tous les côtés, si je puis dire. Et puis, de l'autre, le danger d'un universalisme qui non seulement oublierait historiquement tous les apports antécédents dans toutes les parties du monde, Afrique comprise, bien sûr, mais aussi, bien sûr, ignorerait les apports horizontaux ou géographiques proposés par toutes les parties du monde, elles aussi. Et de ce point de vue, il me semble qu'il y a dans le domaine culturel au sens large une opposition depuis très très longtemps qui permet de faire la différence entre ceux qui acceptent une vraie forme d'universalisation et ceux qui la refusent. C'est la notion de pureté qu'on trouve exercée sous toutes ses formes nazifiées dans le monde entier. Là, de ce point de vue, il y a un côté assez universel, parvenir à la purification, à la pureté ethnique, et de l'autre, eh bien, la créolisation. Et là, je reviens à mon cheval, à qui j'en ai déjà causé, c'est-à-dire à cette expression assez drôle qu'on trouve dans un roman de Fuentes de 1954, « Qu'est-ce que vous voulez ?» Point d'interrogation. Un communisme créole, point d'interrogation. Et il me semble que j'ai envie de répondre oui à la question. Merci. Merci. Alors, merci pour cette question. Alors, d'abord pour la question de la négritude qui a été quelque chose. Alors, deux choses. Donc bon, il y a des voix critiques hein, à l'égard de... Et aujourd'hui, il y a un romancier dont le nom m'échappe, là, bon, tant pis, j'en parlerai pas, mais il y a un romancier qui s'en prend assez vertement à la négritude, là, mais bon, bref, je n'en parle pas du coup. Bon, pour ce qui est de la négritude et de son importance, moi, je pense qu'il faut aussi prendre en compte la question des contextes, c'est-à-dire que l'essentialisme, dans un contexte colonial, il peut avoir son efficacité, puisqu'il permet de réunir une majorité contre le pouvoir colonial. Donc, si on fait de l'essentialisme en Afrique du Sud, une organisation politique autour de la couleur et de l'identité noire, étant donné qu'ils étaient, me semble-t-il, 80% de la population, sur cette base, ils peuvent produire une majorité et gagner. Donc, il y a quelque chose, là, en effet, dans ce contexte-là, de stratégique, même si, au passage, Nelson Mandela jamais fait ça.
C'est-à-dire que Nelson Mandela ne veut pas jouer la carte, hein, il s'oppose à d'autres courants de l'ANC. Il ne veut jamais jouer la carte de jouons la domination blanche, la domination noire contre la domination blanche, jouons le noir contre le blanc. C'est pas une perspective qui retient, même si, dans ce contexte-là, encore une fois, il pouvait être efficace, mais lui avait en tête les risques de guerre civile post-apartheid si la victoire se faisait sur cette ligne politique-là. Ce qui est plus gênant avec l'essentialisme stratégique, c'est dans nos contextes, dans le contexte de nos sociétés actuelles, post-coloniales. Parce que l'essentialisme stratégique, la négritude si on veut, ou ses avatars contemporains, par contre, ne permettent pas de construire une majorité d'émancipation. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, vous organisez une minorité sur un discours quand même où il a été justifié, c'est ce qu'ils font, hein, où ils justifient le refus de s'organiser, de tisser des alliances. Je ne vois pas quelle perspective ça ouvre. C'est ce que faisait Martin Luther King, par exemple, qui critiquait les courants plus essentialistes de son temps et qui leur disait, mais voilà, vous êtes 15% des États-Unis, vous ne changerez jamais les institutions de ce pays sur la base revendicative de l'essentialisme. Voilà, ça n'a pas de débouché politique. Donc, en son contexte des décolonisations, la négritude a eu son importance, et puis elle a une importance aussi littéraire, donc je ne dénie pas du tout, hein. Là, je la prenais juste sous un angle politique qui me pose problème du point de vue de l'efficacité stratégique, sans compter le fait, c'est ce que dit Fanon, hein, l'enfermement dans un passé, l'enfermement dans des stéréotypes. Enfin, par exemple, des formules comme Senghor sur l'émotion nègre fait bondir quand même beaucoup d'Africains, d'Afro-Américains comme étant foncièrement problématiques, hein. Pour ce qui est de la créolisation, alors je ne connais pas suffisamment, ou plutôt j'en ai pas une vue très claire. J'ai un peu du mal à comprendre malgré tout ce que ça signifie. Alors c'est sûr que c'est intéressant, la créolisation, par rapport au discours d'extrême droite. C'est aussi intéressant par rapport à des pratiques actuelles aux États-Unis. Par exemple, il y a dans de plus en plus d'écoles privées des classes par race. Mais d'un point de vue progressiste, enfin en tout cas ceux qui le font se disent progressistes parce que ça permettrait aux élèves de ne pas vivre des micro-agressions, etc. Donc vous avez dans des établissements des classes pour les enfants noirs, des classes pour les enfants blancs, pour les enfants latinos. Et donc évidemment la créolisation c'est intéressant parce que ça permet d'aller contre ce genre de pratiques qui semblent très problématiques. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on mélange après. Enfin, je suis d'accord pour mélanger, mais qu'est-ce qu'on va créoliser? Qu'est-ce qu'on va mélanger? Moi, j'ai l'impression que derrière l'idée de créolisation, il y a peut-être l'idée de culture homogène et qu'ensuite, on va chercher à brasser. Mais dès lors qu'on considère qu'en fait, déjà, l'idée de culture homogène est discutable, c'est-à-dire c'est quoi la culture française qu'il faudra aller créoliser avec une autre? Moi, je pense qu'il y a des traditions françaises qui sont elles-mêmes en tension, en contradiction les unes avec les autres, une tradition égalitaire, une tradition inégalitaire. Et c'est pour ça que je ne donne pas de réponse définitive parce que j'ai pas de réflexion complètement arrêtée, mais j'ai du mal à voir quand même l'intérêt au final de l'idée de créolisation. Voilà. D'accord. Mais merci beaucoup pour ces échanges et pour votre présentation. Merci à vous Merci. pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, Florian. À très bientôt. Et effectivement, tu pourras compléter par un texte, évidemment, ton intervention, y compris en revenant sur des questions qui sont venues dans la discussion. Parfait. Donc voilà, je dois lire Henri Lefebvre et puis bosser un peu la créolisation. Voilà, C'est approfondir noté. Édouard Glissant. Voilà. Ça, je t'y invite parce que si tu veux, Édouard Glissant, c'est plus sur le terrain culturel qu'il faut le prendre, à mon avis, hein, mais ça mérite débat, hein, de toute façon. Mais j'ai lu Glissant, hein, c'est pas Voilà. comme le fait, mais par contre, j'ai du mal à saisir Glissant. Voilà. Oui, mais il est complexe, hein, c'est le moins que Voilà. Est-ce que